Bonjour et bienvenue sur My 4 Cents. Alors les lundis soirs depuis plusieurs mois maintenant sont des soirées un peu difficiles pour moi. C'est le soir où je mets en ligne la vidéo du format principal et j'ai incroyablement peur le lundi soir d'avoir dit une énorme boulette. Du coup je lis avec anxiété vos commentaires et d'ailleurs j'essaie de ne pas réagir à vos commentaires parce que j'ai vraiment envie d'éviter de réagir à chaud et d'enchaîner avec une deuxième bêtise. Du coup, le lundi soir, je lis avec anxiété et dans le silence vos commentaires en espérant que dans vos commentaires, vous ne souleviez pas trop d'erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo. Ceci étant dit, si vous voyez une erreur dans une vidéo, quelle qu'elle soit des miennes, s'il vous plaît, soulignez l'erreur que j'ai pu faire. Mes états émotionnels du lundi soir sont très secondaires comparés à l'importance, en tout cas pour moi, de ne pas avoir laissé traîner de grosses erreurs dans ces vidéos. Et malheureusement, des erreurs dans mes vidéos, j'en ai déjà fait pas mal. 17 et 19 sont des premiers jumeaux, ainsi que 39 et 41 sont des... Mais au final, la plus importante autorité scientifique de l'époque était la Royal Institution. Cette distribution et flot de l'énergie se doivent d'être décrits par un tenseur, que l'on appelle le tenseur stress-énergie. Les deux autres morceaux d'ADN, de façon naturelle, vont venir se recoller, ce qu'on appelle la recomposition homologue. Alors ce tenseur T-mu, il décrit deux choses. D'un côté, il va décrire la manière dont la matière se déplace à travers l'énergie. Et tout ça m'amène à la question suivante. A-t-on le droit de faire des erreurs quand on fait de la vulgarisation ou quand on partage une aventure scientifique ou plus généralement quand on incarne plus ou moins les sciences de façon publique, est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Il y a quelques mois, j'ai été au salon des jeux mathématiques à la place Saint-Sulpice à Paris, c'était vraiment cool. Et là-bas, j'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs personnes qui étaient présentes, et notamment quelques-uns qui connaissaient Sensora, ça m'a fait incroyablement plaisir. Et l'une de ces personnes m'a notamment suggéré de faire des vidéos qui vulgarisent le problème du réchauffement climatique et le rapport du GIEC à ce sujet. Et je m'étais surpris à ce moment-là à répondre non. Non, je ne compte pas faire de vulgarisation du problème du réchauffement climatique parce que, en gros, je considère qu'on n'a pas le droit à l'erreur quand on parle de ce genre de sujet, parce que c'est un sujet à controverse, un sujet pas controverse au sein de la communauté scientifique, mais un sujet sur lequel bien des gens sont prêts à bondir et souligner toute petite erreur, toute petite imprécision que l'on pourrait faire dans une vidéo. Et du coup, il faut faire vraiment gaffe à ne pas dire des erreurs. Je m'en suis pas mal rendu compte quand j'ai vu la vidéo de Veritasium à ce sujet, qui est une excellente vidéo et qui m'a montré, qui m'a convaincu, bon, le réchauffement climatique c'est une chose, mais surtout, elle m'a convaincu cette vidéo que parler du réchauffement climatique était bien plus délicat que ce qu'on pourrait croire. Réfuter les arguments des climato-sceptiques n'est pas si facile en général. En tout cas, c'est vraiment ce dont m'a convaincu cette vidéo de Veritasium. Dans le même ordre d'idées, David Lopp aussi a fait une super vidéo sur le réchauffement climatique. Et dans sa vidéo, pour autant que je sache, il n'y a pas d'erreur, pas de truc en tout cas clairement fausse. Mais à un moment dans sa vidéo, il utilise un graphe dont l'axe des ordonnées ne commence pas à 0. Or, il y a d'autres vidéos sur le web de gens très bien qui disent que dans un graphe, il ne faut jamais faire partir l'axe des ordonnées pas à 0, il faut toujours le faire commencer à 0. Et que c'est un petit peu manipuler l'opinion que de choisir de faire des graphes dont l'axe des ordonnées ne commence pas à 0. David a été obligé d'écrire un billet complémentaire à sa vidéo où il explique pourquoi est-ce que selon lui ce n'était pas manipuler l'opinion que d'utiliser, et en tout cas c'était complètement justifié dans son cas, d'utiliser un graphe dont l'axe des ordonnées ne commence pas à 0. Et le vrai problème lorsque l'on parle de problèmes comme le réchauffement climatique, si on fait une toute petite erreur, c'est que les climato-sceptiques vont se jeter sur nous et souligner cette erreur, vraiment appuyer là où ça fait mal, et ainsi donner l'impression que cette erreur est en fait révélatrice d'une erreur plus globale, non seulement chez le vulgarisateur, mais aussi au sein de la communauté scientifique. Bref, j'ai l'impression que lorsque l'on parle de ce genre de sujet, si on fait une erreur, ou même pas une erreur, hein, juste un truc qui va faire parler beaucoup les climato-sceptiques et qui va leur donner du grain à moudre pour donner l'impression qu'ils ont raison, en tout cas sur un point précis, de fil en aiguille, on décrédibilise ainsi non seulement sa propre personne, mais de fil en aiguille, on risque de décrédibiliser aussi la communauté scientifique, non pas auprès des scientifiques qui auront sans doute l'œil pour voir que
les arguments des climato-sceptiques sont pas valables ou anecdotiques, mais aux yeux de ceux qui ne sont pas forcément des scientifiques, qui n'ont pas forcément tout le recul sur ce genre de questions, dans ce genre de vidéo où on va avoir pas mal de réactions critiques qui visent non seulement la personne qui a fait la vidéo, mais aussi toute la communauté scientifique de fil en aiguille, je pense qu'on n'a vraiment pas trop le droit à l'erreur, ou en tout cas on n'a pas le droit aux grosses erreurs. Alors bien sûr, le réchauffement climatique c'est un exemple, mais plus globalement je dirais que tous les sujets qui sont vraiment à controverse, où on a vraiment des gens qui sont anti et qui de fil en aiguille sont plutôt même quasiment anti-science, donc je pense notamment à des problèmes un peu sensibles comme la vaccination, les médicaments, l'homéopathie par exemple, ou encore parler du racisme. Ça, techniquement, on peut traiter tous ces sujets de façon scientifique, on peut en parler dans la vulgarisation scientifique aussi, mais il faut faire super gaffe quand on parle de ces sujets, de ne pas dire de boulettes pour ne pas donner de soupçons sur la crédibilité des sciences. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le droit à l'erreur, des sujets où il faut vraiment faire bien son travail, être super rigoureux quasiment sur tous les mots qu'on utilise, faire bien en sorte de mettre toutes les sources, etc. Ceci étant dit, je pense que dans d'autres sujets, comme la physique théorique et les mathématiques, c'est un peu l'inverse qui se passe. Et ce que je vais essayer de faire dans le reste de cette vidéo, c'est de vous convaincre que ce n'est pas grave du tout de faire des erreurs quand on parle de physique théorique notamment et de mathématiques, voire que c'est bien d'en faire. En tout cas, il faut prendre plaisir à faire des erreurs en maths et en physique. Je pense qu'on vit pas mal dans une société aujourd'hui où l'erreur est très mal vue et où on cherche absolument à avoir raison avant tout. Et je pense que cet état d'esprit est absolument pas sain, il est même très malsain quand on fait des mathématiques ou de la physique. Alors cet état d'esprit nous vient sans doute en partie des hommes politiques qui cherchent toujours à avoir raison. Ça nous vient aussi carrément de l'éducation, notamment de l'éducation en maths et en physique. Ce qui est vraiment triste à mon sens, c'est que l'éducation telle qu'elle est faite aujourd'hui en maths et en physique cherche avant tout à promouvoir le fait d'avoir raison, à de donner la bonne réponse, et du coup diabolise, voire stigmatise l'erreur. Le fait de faire une erreur, c'est mal. Le fait de faire des erreurs, d'être imprécis, c'est très mal vu en cours de mathématiques aujourd'hui. Alors moi personnellement, j'ai eu la chance de faire un peu de recherche en mathématiques à très haut niveau. J'ai côtoyé des très grands chercheurs et un des trucs qui m'a pas mal marqué chez les grands chercheurs, c'est leur obsession pour l'intuition plutôt que pour le formalisme et la rigueur. Et de façon plus générale, moi quand je parle de ma recherche à un autre chercheur, j'utilise constamment des concepts qui sont flous, imprécis, qui ne sont pas formalisés. Je sous-entends à chaque fois bien sûr qu'il y a une façon de formaliser tout ça, mais la façon naturelle de parler, notamment lorsqu'on fait vraiment de la recherche et qu'on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on veut en venir, est incroyablement floue, incroyablement imprécise, incroyablement erronée. Et c'est incroyablement utile de passer par cette étape, à mon sens, pour pouvoir progresser en mathématiques, que ce soit au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de l'école. Il est indispensable de se mettre à parler des mathématiques de manière très erronée. Faire des erreurs, ça fait partie de la manière dont on apprend les mathématiques. Donc c'est vrai en mathématiques, je pense que c'est vrai un peu dans toutes les sciences. Et à ce sujet, il y a d'excellentes vidéos de Veritasium, notamment celle où il interviewe d'autres youtubeurs en leur posant des questions, comme dans cet épisode ou cet épisode. Et ce que je trouve vraiment génial dans ces épisodes, c'est non seulement on voit des gens se tromper, des gens très intelligents se tromper, ça permet toujours de relativiser ses propres erreurs, mais aussi et surtout on voit le plaisir des gens qui se trompent. On voit à travers cette vidéo qu'il y a un vrai bonheur à se tromper. I don't know if I buy that, Dr. Muller. Yeah, talk to me. I am potentially surprised. They went up to the same height, which is incredibly confusing to me. No, explain it to me. Alors, lundi dernier, si vous l'avez vu, j'ai fait un épisode sur la manière dont Einstein a découvert la théorie de la relativité générale, ou plus exactement son équation de la relativité générale.
Et cette aventure d'Einstein est truffée d'erreurs, quoi. Einstein a juste enchaîné erreur sur erreur. Je ne vous ai pas tout mis dans cette vidéo, mais il y a beaucoup plus d'erreurs encore. Il essaie de justifier le fait, par exemple, que ces équations n'étaient valables que dans certaines cartes de l'espace-temps et pas dans d'autres cartes de l'espace-temps. Des trucs dont on sait aujourd'hui que c'est complètement faux. Et Einstein a fait plein de trucs complètement faux, quoi. Mais c'est comme ça qu'on avance en science. Il n'aura jamais obtenu cette équation de la relativité générale s'il n'avait pas fait toutes les erreurs qu'il avait faites. Et je pense qu'il n'y serait pas arrivé non plus s'il n'avait pas su prendre un certain plaisir à faire des erreurs. Une autre conséquence assez fâcheuse du fait qu'on a l'impression en mathématiques, en physique en particulier, on va se faire encore plus taper sur les doigts si on dit des trucs faux. Et malheureusement c'est assez le cas parce qu'il y a pas mal de puristes, notamment je vois ça parfois dans mes commentaires, qui insistent sur le fait que tel truc que j'ai dit est faux. Oui, je sais que j'ai dit plein de trucs faux. Mais le danger à trop insister, à être un puriste, à trop insister sur des détails techniques qui finalement ne sont pas importantes souvent dans le big picture, c'est que on fait vraiment peur aux non-mathématiciens et aux non-physiciens et on les inhibe. Ça c'est le plus gros danger, quoi. Genre, une des pires choses qui puisse arriver pour l'éducation mathématique dans un sens très large, c'est le fait que les gens n'osent plus parler de mathématiques. Puisqu'on l'a vu, c'est en parlant de mathématiques de façon souvent très erronée qu'on fait des progrès. Et malheureusement aujourd'hui, je pense que très peu de vulgarisateurs osent parler de mathématiques. Je pense aux vulgarisateurs qui parlent un peu de toutes les sciences. Ces vulgarisateurs-là qui parlent de toutes les sciences, s'ils ne sont pas physiciens, théoriciens, ou s'ils ne sont pas mathématiciens, bien souvent, ils ne vont pas parler de mathématiques. Et c'est ça le pire drame. Vous prenez un Sciences et Vie, moi quand j'étais gamin, que je lisais Sciences et Vie, je trouvais ça incroyablement frustrant qu'il n'y avait pas de maths dans Sciences et Vie. Et du coup, ça me donnait l'impression qu'il n'y avait pas de recherche en mathématiques, ou pas de choses intéressantes en mathématiques, ou que les mathématiques c'était fait juste pour l'école. Et c'est vraiment là le danger. J'en profite pour vraiment encourager tous les vulgarisateurs scientifiques, tous ceux qui parlent de science de manière publique, à parler aussi et beaucoup, si possible, de mathématiques, quitte à faire quelques erreurs. Si vous avez peur de faire des erreurs, d'être imprécis ou de faire des contresens, n'hésitez pas à m'envoyer vos scripts. Je serai heureux de vous aider à parler de mathématiques parce que je pense que c'est super important de voir des non-matheux parler de mathématiques. Et à mon sens, tout ça est juste une conséquence du fait qu'il y a trop de puristes en mathématiques et qu'on cherche trop à éviter l'erreur en mathématiques. Or, c'est avec l'erreur que l'on progresse et du coup il faut absolument promouvoir les erreurs et je trouve ça au final, avec le recul, quasiment cool en fait d'avoir fait des erreurs sur Science for All. De montrer que mathématicien c'est pas un mec qui dit que des trucs vrais, contrairement à ce qu'on dit très souvent. Einstein disait que celui qui ne fait pas d'erreur c'est celui qui n'a jamais rien essayé de nouveau. Et malheureusement, quand il s'agit de maths, les gens n'osent jamais rien essayer de nouveau parce qu'ils ont trop peur des erreurs. Donc voilà, pour résumer tout ce que j'ai dit, je vais sortir une phrase que j'ai un peu travaillée, donc vous pourrez la citer dans vos copies de français. Je dirais que la chose suivante: à dire vrai sans raison, on triomphe sans gloire, et à dire faux avec raison, on s'incline avec une gloire triomphante. Donc voilà, c'était My First Science sur les erreurs. Ça vaut ce que ça vaut et votre avis compte au moins autant que le mien, donc je vous invite à le mettre dans les commentaires.